Troisième partie. Nelson met aussi sur pied un plan pour une insurrection prévue pour le 3 novembre 1838. Le plan d'action s'articule autour de différents camps qui doivent approvisionner les troupes en armes, rechercher un appui des États-Unis et développer des liens avec les rebelles du Haut-Canada. Le 3 novembre, les chasseurs doivent emprunter le Richelieu, prendre possession de Saint-Jean et se diriger vers Montréal sous le commandement de Nelson. Avec 250 fusils, Nelson gagne Napierville le 4 novembre vers les 9 heures du matin. Il est accueilli par le docteur Côté qui le présente aux troupes, 800 ou 900 rebelles, comme chef de la République. Le 7 novembre, Côté envoie des hommes à Rouge Point, État de New York, afin qu'ils rencontrent des recrues américaines et récupèrent les armes cachées près du quai Whitman, mais tout a disparu. De retour à Napierville, les mandatés font face à l'armée britannique du capitaine Mars et doivent fuir vers Napierville ou pour les États-Unis. La bataille de Beauharnois. Certains patriotes rapportaient qu'un vapeur, le Henry Brougham, rempli de soldats anglais venant du Blangarry, était en route vers Beauharnois afin de venir assurer la protection des loyalistes de la seigneurie de Beauharnois. Les patriotes décidèrent de s'emparer du vapeur et de ses occupants. Ils ne trouvèrent que quelques soldats parmi tous ces gens, et les patriotes s'aperçurent que la rumeur était fausse. Ils firent descendre tous les passagers, qu'ils ajoutèrent aux autres loyalistes déjà prisonniers. Après quoi les patriotes décidèrent de couler le vapeur. Quelques jours après la victoire des patriotes, on apprit la nouvelle qu'une armée du gouvernement composée de 1200 hommes, venant du Blangarry, était en route vers Beauharnois. Les loyalistes s'emparèrent de plusieurs habitants du village et les gardèrent prisonniers dans le moulin du village. Les loyalistes du Haut-Canada mirent le feu dans le village et pillèrent plusieurs maisons. Après quelques jours, soit le 1er décembre, les patriotes furent transférés à la prison de Montréal, où ils furent jugés et condamnés. La bataille de la Colle. Les chasseurs décident de faire une halte à la Colle afin de voler des armes aux volontaires loyaux britanniques de cette région. Une fois sur les lieux, un petit groupe de chasseurs décide de faire prisonnier Nelson, le soupçonnant de vouloir fuir les lieux de la bataille. Il ligote également Trépanier et Nicolas et les envoie tous trois au camp de la Colle. Il les libère cependant après que ces derniers les ont convaincus de leur fidélité envers le mouvement d'insurrection. La bataille de la Colle se déroula le 7 novembre 1838 entre les forces des volontaires loyalistes du Haut-Canada sous le commandement du major John Scriver et les rebelles du Bas-Canada sous le commandement du colonel Ferdinand Alphonse Sokolowski. Le 6 novembre, les rebelles patriotes gagnèrent une première escarmouche, mais perdirent la confrontation finale le jour suivant. La bataille de Deltoun. Afin de rétablir les relations avec la frontière, Robert Nelson et l'armée patriote tentent de marcher sur Deltoun. Devant la marche de cette armée, les volontaires loyalistes retraitent jusque dans l'église de Deltoun où s'établit un front qui va au-delà de Fizard's Tavern. Après plusieurs fructueuses sorties, les volontaires font reculer les rebelles grâce au renfort britannique. Les rebelles retraitent ensuite sur Napierville avant de se disperser devant la venue des troupes régulières dépêchées de Montréal. Les frères chasseurs, qui avançaient vers l'église d'Adeltoun en 3 colonnes, se séparent pour mieux endiguer les volontaires qui s'y étaient réfugiés. En début d'après-midi, voyant que la tactique patriote se montrait efficace, environ 150 volontaires s'approchent du champ de bataille en continuant de tirer sur les rebelles. Puis, voyant que les patriotes résistent toujours, ils décident d'incendier la grange derrière laquelle se trouve Charles Deslands, ses hommes et une partie de la colonne du major Hébert. Les rebelles doivent alors, eux aussi, se rendre à la clôture. Malgré le fait qu'ils y soient moins bien protégés, ils poursuivent le combat une partie de l'après-midi. Grâce à l'incendie, les loyalistes qui se trouvaient toujours dans l'église peuvent en sortir. À la suite de cette bataille, certains se sauvent vers la frontière américaine, d'autres se réfugient en région, pendant que le major Hébert, Charles Deslands et le reste de leurs hommes marchent vers Napierville. Découragé, Robert Nelson quitte le Bas-Canada pour les États-Unis. Entre-temps, Colborne avait pris la route de Napierville aux commandes d'une armée de 5000 hommes. En marchant vers le Grand Camp, les frères chasseurs sont informés que Colborne et sa troupe ne sont qu'à une demi-lieue de là,
Mais ils n'arriveront à Napierville que dans l'avant-midi du vendredi 9 novembre, alors que la majorité des rebelles ont déjà quitté les lieux. Ne pouvant s'organiser suffisamment vite, les chefs patriotes renoncent à toute riposte après la tenue d'un conseil de guerre. Par la suite, Colborne se rend à Odeltown pour prendre connaissance de la situation près de la frontière. Un Ganlan essaie de gagner la frontière américaine dans la nuit du 9, mais il est arrêté le samedi 10 novembre. Le major Hébert, quant à lui, parvient après s'être caché toute la nuit. Les Amérindiens et les Patriotes. Au cours des rébellions, les Iroquois de Kahnawake et de Kanessetake ont tenu un discours de neutralité tout en collaborant avec les Britanniques. Leur geste n'est cependant pas nécessairement une trahison envers les Patriotes, ou un acte de loyauté aveugle envers la couronne. Il s'explique en partie par une alliance militaire de longue date avec le gouvernement. Ces alliances diplomatiques datent du régime français et ont pour but de souder des amitiés politiques entre les gouvernements et les Amérindiens. On peut spéculer également que la menace gouvernementale d'éliminer les cadeaux annuels, une autre tradition qui date du régime français, et rendue très claire à l'aube des rébellions, peut avoir causé l'apparition d'une loyauté stratégique chez les Iroquois afin de défendre leurs intérêts. En habile diplomate, les 23 chefs de Kahnawake et de Kanessetake pétitionnent d'ailleurs le gouverneur John Colborne quelques années suivant les troubles pour exiger les services d'un médecin salarié en soulignant qu'ils ont montré leur dévouement au gouvernement de Sa Majesté, nommément dans les deux guerres avec les États-Unis, et encore récemment pendant les dernières rébellions. Enfin, il faut tenir compte de la nature des rapports entre Iroquois et Patriotes, ainsi que des perceptions que les Iroquois ont développées sur les événements se déroulant dans les campagnes environnantes et dans leur propre village. Dans un climat de discorde continue relative à la terre et de rumeurs angoissantes, le péril de se faire exproprier, qu'il soit réel ou exagéré, a joué un rôle important dans le façonnement d'attitude et des gestes qui en découlent. Dans ce contexte fort bien documenté dans les archives, les Iroquois de Kahnawake et de Kanessetake ont profité des rébellions pour rappeler aux autorités coloniales, aux patriotes et à leurs voisins canadiens que leur identité collective distincte existe toujours et qu'ils n'ont nullement l'intention de se laisser assimiler et exproprier. Les conséquences. À la suite de la rébellion du Bas-Canada, le gouverneur Bonhead fut rappelé et remplacé par Lord Durham, qui avait pour mission de faire un rapport sur les mécontentements des colons et trouver une façon de les apaiser afin de les assimiler. Son rapport comportait deux volets, réunir le Haut et le Bas-Canada et ainsi réduire l'autonomie des Canadiens français. Selon Lord Durham, le peuple canadien français était un peuple inférieur, sans histoire et sans littérature, qui était directement responsable des rébellions de 1837-183-1825,26. Lord Durham croyait que le caractère national, qui devait être donné au Bas-Canada, devait être celui de l'Empire britannique, celui de la race qu'il considérait comme supérieure et qui devait un jour dominer le continent nord-américain 27. Le 25 septembre 1839, 58 patriotes condamnés à l'exil quittent Québec à destination de la Nouvelle-Hollande, colonie alors employée comme prison par les Britanniques. Ils voyagent à bord de la frégate anglaise Buffalo, commandé par le capitaine Wood. Le Canada uni est créé en 1840, à la suite de l'acte d'union. L'acte vise à assimiler les Canadiens français pour empêcher toute récidive en les submergeant dans une mer anglaise toujours en augmentation grâce à l'immigration venant du Royaume-Uni. La province du Canada, ou Canada uni, naît de l'union législative des provinces du Haut-Canada, Ontario, et du Bas-Canada, Québec, en février 1841. L'édifice du marché Sainte-Anne, situé là où se trouve l'actuelle place Diouville, est rénové par l'architecte John Hostel pour y accueillir le Parlement provincial 28. L'incendie du Parlement à Montréal par les Canadiens anglais loyalistes se produit le soir du 25 avril 1849, à Montréal pour le voir changer d'emplacement. Les Canadiens français réagirent par la revanche des berceaux, sous l'impulsion de l'Église catholique romaine, pour maintenir leur nombre relatif. Ils utilisèrent également les discussions lors de la conférence de Charlottetown pour reformer une province francophone et catholique distincte, le Québec.
La Journée nationale des patriotes est empreinte de commémoration à caractère historique, afin de souligner le soulèvement des patriotes de 1837 à 1838. La Journée nationale des patriotes est un jour férié et chômé au Québec le lundi, qui précède le 25 mai de chaque année. Les Québécois profitent de cette journée pour souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837 à 1838.